Après notre réunion de famille, j'ai trouvé mon compte d'épargne de 212 000 $ vide. Ma sœur s'est contentée de rire, « Détends-toi, nous en avions plus besoin que toi. » J'ai dit calmement, « Les conséquences ne te dérangeront pas, alors. » Je m'appelle Brenda, et il y a quelques années, à 32 ans, je pensais avoir tout compris. Vous savez comment les gens disent toujours que l'argent n'achète pas le bonheur? J'ai toujours pensé qu'ils passaient à côté de l'essentiel. Ils oublient qu'il achète quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus fondamental, la sécurité. Et c'est ce que je recherchais. C'était mon unique objectif. Je ne rêvais pas de yacht ou de voyage en première classe à Santorin. Je n'économisais pas pour une garde-robe de créateur ou une voiture de sport à accent grave-l'œil. Je voulais juste une vie où un pneu crevé en allant au travail ou un licenciement inattendu ne ferait pas basculer tout mon monde dans une spirale catastrophique. Je voulais juste pouvoir respirer, vous savez, dormir la nuit sans ce bourdonnement sourd d'anxiété à l'idée de ce qui arriverait si la chaudière tombait en panne ou si j'avais besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence. Je vis à Flagstaff, en Arizona. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est un endroit magnifique où les pins sont assez grands pour gratter le ciel et où l'air semble plus vieux que la mémoire. Ma maison est une petite et modeste maison de 2 chambres avec des planchers qui craquent à un rythme familier. Je connais chaque endroit qui gémit quand on marche dessus. Celui près du réfrigérateur est le plus bruyant. La maison a du caractère, ce qui est une jolie façon de dire qu'elle est vieille et qu'elle a un chauffe-eau à la personnalité très têtue. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mon sanctuaire. Je l'ai acheté en 2016, une étape qui m'a semblé monumentale. J'ai réussi juste après avoir décroché mon poste d'analyste de système dans une entreprise de logistique médicale. C'est un bon travail, stable. Je n'invente pas la prochaine grande application ou quoi que ce soit, mais je suis la personne qui s'assure que les serveurs qui suivent les expéditions de fournitures hospitalières critiques à travers le pays fonctionnent toujours. Quand un hôpital dans le Montana rural attend une livraison de médicaments de chimiothérapie, le système que je maintiens est celui qui s'assure qu'elle arrive à destination. C'est un travail discret et important, et je suis doué pour ça. C'était la première étape majeure dans la construction de ma forteresse de sécurité financière. Ma voiture est une Toyota Matrix de 2008. Elle a une bosse assez visible sur le pare-choc arrière suite à un petit accrochage sur un parking il y a des années, et le soleil de l'Arizona a commencé à décolorer le toit en un bleu plus clair. Je n'ai absolument aucune intention de la remplacer. Elle m'emmène de manière fiable et sans tracas du point A au point B. Chaque dollar que je n'ai pas dépensé pour le paiement d'une nouvelle voiture était une brique de plus dans mon mur de sécurité. La plupart de mes matinées commençaient par un rituel presque méditatif. Je me levais à 6 heures, je préparais une cafetière de café noir fort et je versais des flocons d'avoine dans un bol. Pendant qu'il refroidissait, j'ouvrais mon ordinateur portable. Le premier site web que je visitais chaque jour était celui de ma coopérative de crédit. Ce n'était pas une obsession. C'était mon rappel quotidien que ma discipline, mes sacrifices, portaient leurs fruits. J'adorais voir ces chiffres augmenter lentement mais sûrement. C'était la seule partie de ma vie qui me semblait entièrement sous mon contrôle. J'ai vu 92 300 $ devenir 97 200 $. Je me souviens du jour où j'ai franchi la barre des 6 chiffres. J'ai célébré en m'offrant un bon dîner de steak, seul, dans mon restaurant local préféré. Finalement, à l'été 2024, après une année particulièrement bonne au travail qui s'est accompagnée d'une prime de performance décente, mes économies s'élevaient à un magnifique et solide 212 000 $. Ce nombre signifiait quelque chose de profond pour moi. Ce n'était pas seulement de l'argent dans une banque. C'était une preuve. C'était la preuve tangible que j'avais fait les choses de la bonne manière. Que chaque vacances au Mexique sautait avec des amis, chaque déjeuner fait maison que j'emportais pendant que mes collègues commandaient des salades coûteuses, chaque fois que j'ai dit non merci au plat à emporter, au verre après le travail ou aux nouveaux vêtements dont je n'avais pas vraiment besoin, rien de tout cela n'était en vain. Mon compte d'épargne était ma promesse à moi-même que je serais prête. Prête pour les urgences, pour les opportunités, pour le vaste et terrifiant inconnu. C'était mon filet de sécurité, tissé fil par fil au fil des années de diligence. Je n'en parlais pas beaucoup, non pas parce que j'en avais honte ou que j'étais secrète, mais parce que les gens, les gens ne savent pas toujours comment appréhender la discipline de quelqu'un d'autre. Ils la voient à travers leur propre prisme. Ils la transforment en jugement, en jalousie ou en plaisanterie. Ma propre sœur, Carole, s'est un jour moquée de moi lors d'un barbecue familial. J'expliquais pourquoi je ne pouvais pas la rejoindre pour un week-end improvisé à Vegas.
Brenda, honnêtement, pourquoi économises-tu? La fin du monde, avait-elle dit avec un grand rire. Et son mari, Rick, avait ri avec elle, secouant la tête comme si j'étais un cas désespéré. J'ai juste souri et changé de sujet. Mais je voulais dire, non, Carol. J'économise pour que le monde ne me détruise pas. À l'époque, je ne réalisais pas que je n'économisais pas seulement de l'argent. J'investissais ma foi dans les systèmes. Je faisais confiance aux banques, aux mots de passe, aux murs numériques que j'avais construits. Mais plus que cela, je faisais naïvement confiance aux gens. Je faisais confiance à ceux que je croyais être mes plus grands soutiens, ceux dont je pensais que personne de proche n'oserait jamais toucher à ce que j'avais travaillé si dur à construire. Et ça, j'allais bientôt l'apprendre, c'était ma plus grande erreur. Chaque mois de juin, notre famille fait le pèlerinage obligatoire au lac Powell pour un long week-end. C'est une tradition que ma mère impose avec une pression douce mais inflexible. Nous séjournons dans l'ancien chalet en rondin de mes parents, un lieu rempli des fantômes des étés passés, de l'odeur de nettoyant au pain, de la pile de jeux de société poussiéreux, de la faible odeur de fumée de bois qui ne part jamais tout à fait. C'est toujours la même scène prévisible, la même nourriture grillée, des hamburgers et des hot-dogs trop cuits, la même course à trois jambes mal organisée sur laquelle mon père insiste, et beaucoup trop de chaises pliantes grinçantes éparpillées sur la pelouse clairsemée. Nous affichons tous nos plus beaux visages et prétendons que nous sommes toujours aussi proches que lorsque nous étions enfants. Même lorsque les conversations s'amenuisent après une heure, et que tout le monde se retire dans la lueur bleue de son téléphone, c'est une sorte de gêne confortable et familière que nous avons tous appris à naviguer. Le trajet dure environ 5 heures et j'utilise généralement ce temps pour décompresser. Je mets un podcast et je regarde le paysage changer, des hauts pins de Flagstaff aux terres arides de Roche-Rouge. Cette année-là, je me souviens avoir ressenti un mélange de choses. J'avais vraiment hâte de voir mes parents, mais je ressentais un nœud familier d'appréhension à l'idée de voir ma sœur Carol. Notre relation était devenue tendue. Nous nous aimions, je suppose, mais nous existions sur des planètes différentes. Je suis arrivé tôt le vendredi après-midi. La chaleur était déjà une couverture épaisse et lourde dans l'air. J'ai vu mon père sur la terrasse, et il m'a fait un signe de la main avec une canette de Core Light, un grand sourire accueillant sur le visage. À l'intérieur, ma mère s'affairait dans la cuisine, faisant semblant de ne pas être agacée que certains membres de la famille soient déjà en retard. « Salut, ma chérie, dit-elle en me faisant un câlin qui sentait la farine et les oignons. Ta tante est censée apporter la salade de pommes de terre, mais tu connais ta tante. » J'ai défait mon petit sac dans la chambre d'amis, la même chambre où je logeais depuis mon adolescence, et j'ai immédiatement commencé à aider à couper une énorme pastèque. C'était le moyen le plus simple d'éviter les questions habituelles sur le moment où j'allais enfin me caser. Ma cousine Sarah est arrivée peu après et nous sommes tombés dans une conversation facile et superficielle sur ses enfants et mon travail pendant que ma mère nous regardait d'un air désapprobateur. Le soleil commençait à peine à descendre sous l'horizon, peignant le ciel de teintes violentes d'orange et de rose, quand ma sœur Carol et son mari Rick sont finalement arrivés. Ils sont arrivés juste avant le coucher du soleil dans une berline noire poussiéreuse que je ne reconnaissais pas, beaucoup plus récente que leur vieille guimbarde. Il a klaxonné 2 fois, un rythme un peu trop enlevé qu'il utilise toujours pour annoncer sa présence, et a baissé la vitre. Carol, sur le siège passager, affichait ce même sourire tordu et malicieux qu'elle a depuis ses 17 ans. Brenda, a-t-elle crié, étirant mon nom comme un animateur de jeux télévisés. Toujours déconnecté et à faire des tableurs pour gagner ta vie. Je me suis avancé pour les rencontrer à mi-chemin sur le chemin de gravier, une tranche de pastèque à la main en guise d'offrande de paix. Toujours à faire des blagues que personne ne trouve drôles, ai-je rétorqué, et elle a juste ri, un son fort et théâtral. Rick est sorti du côté conducteur. Elle portait une robe d'été légère qui semblait chère et des lunettes de soleil bien trop grandes pour son visage. Brenda, chanta-t-elle en m'attirant dans l'un de ces câlins qui sont tout en surface et sans ancrage. C'était le genre de câlin où l'on sent que la personne pense déjà à lâcher prise. Tu n'as pas changé, dit-elle en se reculant pour me regarder de haut en bas. Toujours aussi disciplinée. La façon dont elle a dit ce mot le faisait sonner comme une affliction. Cela faisait plus d'1 an que je ne les avais pas vus en personne. Rick sentait l'après-rasage et le Red Bull, sa combinaison habituelle. Carol sentait un parfum d'agrumes chers et de la crème solaire. Ils avaient l'air bien. Il y avait des rides de fatigue autour de leurs yeux si on regardait de près, mais ils avaient un vernis poli et brillant que je n'avais pas prévu. Cela semblait forcé. Ce soir-là, lors du grand dîner de famille sur la terrasse, la vieille dynamique a repris ses droits.
Carole tenait le crachoir, racontant des histoires bruyantes et faisant des blagues aux dépens de tout le monde, en particulier des miens. Elle parlait de mon style de vie de moine des montagnes, demandant si j'avais fait vœu de silence ou juste vœu de ne pas faire de rencontres en ligne. J'en ai ri, habitué à ses piques, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les yeux de Rick n'arrêtaient pas de se poser sur moi. Il ne jetait pas seulement des coups d'œil. Il me regardait. Il regardait mes mains, ma simple montre Timex, la façon dont je passais le plat de service. C'était moins de l'intérêt amical que de l'évaluation, un calcul. J'ai essayé d'ignorer le sentiment de malaise que cela me procurait. Plus tard, alors que le reste de la famille était dehors à faire des s'mores et à raconter les mêmes vieilles histoires de lycée pour la 100e fois, j'ai surpris Rick en train de me fixer à nouveau de l'autre côté de la lumière vacillante du feu. Il a souri quand j'ai remarqué, un sourire lent et délibéré. « Tu es toujours si impeccable, Brenda, a-t-il dit, sa voix un peu trop douce par-dessus le crépitement du feu. Je ne sais pas comment tu fais. Ce n'est pas si difficile, ai-je haussé les épaules, me sentant sur la défensive pour une raison quelconque. Je planifie juste à l'avance. Il a hoché la tête, lentement et pensivement, comme si je venais de révéler un profond secret de l'univers. Planifier à l'avance, a-t-il répété doucement pour lui-même. C'était une conversation bizarre, et elle m'a laissé un petit sentiment froid au creux de l'estomac que je ne pouvais pas tout à fait nommer. J'ai décidé d'aller me coucher tôt. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine pour prendre un café vers 7 heures, et Rick était déjà là, appuyé contre le comptoir et regardant par la fenêtre le lac. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Il s'est retourné quand je suis entré, un sourire facile et étudié sur son visage. « Bonjour, Brenda. »« Tu es levé tôt, dit-il. »« Toujours, ai-je répondu en attrapant une tasse dans le placard. Je ne peux pas rompre l'habitude. Nous avons bavardé quelques minutes sur le temps et mes parents. Mais tout le temps, j'ai ressenti ce même sentiment d'être étudié. Il m'a posé des questions sur mon travail, non seulement sur ce que je faisais, mais sur la santé financière de l'entreprise, sur mon salaire, sur mon 401K. Les questions étaient un peu trop spécifiques, un peu trop indiscrètes pour une conversation matinale décontractée. J'ai donné des réponses vagues, me sentant de plus en plus mal à l'aise. Plus tard dans l'après-midi, le chalet est tombé dans un silence endormi et baigné de soleil. Mes parents faisaient la sieste et mes cousins étaient sortis en bateau sur l'eau. Il ne restait que moi, Carole et Rick. Je lisais un livre sur la terrasse, essayant d'ignorer le faible murmure de leur dispute venant de l'intérieur. Quand Rick est sorti seul, il avait l'air stressé. Et, dit-il doucement. Carole fait la sieste. J'allais faire une promenade sur le sentier du lac pour me vider la tête. Tu veux venir? J'étais surprise. Rick et moi ne faisions jamais de choses ensemble, juste nous deux. Mais il avait l'air si sincèrement troublé que j'ai ressenti une pointe de sympathie. Bien sûr, dis-je en posant mon livre. Une promenade me ferait du bien. Nous avons marché en silence pendant un moment, le seul son étant le crissement du gravier sous nos chaussures. La chaleur était sèche, mais la brise du lac la rendait supportable. Je pouvais entendre le bourdonnement lointain d'un jet-ski et le faible murmure de voix d'une fête de l'autre côté de la crique. C'était paisible, mais le silence entre nous semblait lourd de choses non dites. « Je suis désolé si Carole a trop plaisanté hier soir, dit soudain Rick, sans me regarder. Elle pense qu'elle est drôle. Elle a toujours été comme ça. Ce n'est rien, répondis-je en gardant un ton léger. J'ai l'habitude. Nous sommes sœurs. Il a donné un coup de pied dans un caillou avec la pointe de sa basket. Tu as vraiment construit quelque chose de solide pour toi, n'est-ce pas, Brenda? Un bon travail, une maison, tu es stable. Je suppose, dis-je, méfiante quant à la direction que cela prenait. Cela a demandé beaucoup de temps et de travail. Il s'est alors arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face. Tout son comportement a changé. Le masque décontracté est tombé complètement et son expression est devenue sérieuse, peinée. Brenda, dit-il, sa voix plus douce maintenant, presque un murmure. Je dois te dire quelque chose. Et s'il te plaît, tu dois me promettre de ne pas dire à Carole que je te l'ai dit. Elle me tuerait absolument. Un nœud d'appréhension a commencé à se former dans mon estomac avant même que je sache pourquoi. D'accord, dis-je lentement. Il a pris une profonde inspiration. Carole est enceinte, dit-il. Et ses yeux commençaient déjà à se remplir d'eau.
Nous l'avons appris la semaine dernière. J'ai cligné des yeux, en train de traiter l'information. Waouh, Rick, c'est une grande nouvelle. Félicitations. Il a eu un petit demi-rire amer, un son complètement dénué de joie. Ce n'est pas une bonne nouvelle, Brenda. Nous sommes fauchés. Comme complètement, désespérément fauchés. Il a passé une main dans ses cheveux, l'air vraiment désespéré. La voiture de Carole a été saisie le mois dernier. Nous avons 3 mois de loyer de retard et le propriétaire menace de nous expulser. Nous vivons à crédit depuis 6 mois et toutes nos cartes sont au maximum. Et maintenant ça. Le nœud dans mon estomac s'est resserré jusqu'à me faire mal. Sa voix s'est brisée alors qu'il continuait, les mots sortant en un flot précipité. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Elle fait des doubles services dans ce horrible restaurant, rentrant à la maison épuisée et sentant la graisse, et moi je suis de nouveau entre 2 emplois. Tout ce truc de consultant en marketing indépendant est un échec. Je n'ai pas décroché un vrai client depuis des mois. J'ai peur, Brenda. J'ai vraiment, vraiment peur. Comment pouvons-nous amener un bébé dans ce pétrin? Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, les mots sont sortis de ma bouche. C'était un instinct, un réflexe de sœur. Je peux aider, dis-je doucement. Rick, ce n'est rien. Je peux aider. Je peux vous envoyer quelque chose pour vous remettre à flot. Non, dit-il rapidement, secouant la tête un peu trop énergiquement. Non, Brenda. Je ne te disais pas ça pour obtenir quelque chose de toi. Je ne demanderai jamais. Mais il demandait. Nous le savions tous les deux. Ses yeux suppliaient. Sérieusement, Rick, insistai-je, mon cœur se serrant pour eux, pour mon neveu ou ma nièce à naître. Tout ce dont vous avez besoin. Je le pense. Vous êtes de la famille. Il m'a finalement regardé et a hoché la tête, s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Merci, Brenda. Ça signifie beaucoup de savoir que quelqu'un s'en soucie. Nous avons marché le reste du chemin dans un silence presque complet et lourd. Quand nous sommes revenus au chalet, Carole était réveillée, jouant au cornhole avec nos cousins comme si de rien n'était. Elle a ri bruyamment quand son sac de fèves a atterri sur la planche, complètement inconsciente de la conversation qui venait de changer sa vie. Je suis allé dans ma chambre et je me suis assise sur mon lit, la tête tournant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma sœur, enceinte et en difficulté. L'image a effacé tous les doutes que j'aurais pu avoir. Cette nuit-là, je me suis couché en pensant à nouveau aux chiffres. Mais cette fois, je n'admirais pas mes économies. Je calculais combien je pouvais donner sans faire dérailler mon propre avenir. Le lendemain matin, le dernier jour de notre long week-end, je suis entré dans la cuisine plus tôt que d'habitude. La maison était encore calme, baignée dans la douce lumière grise de l'aube. Pas de café en préparation. Pas de rire depuis le porche. La seule personne présente était Carole, et elle était penchée sur mon ordinateur portable à la table de la cuisine. Elle a levé les yeux, surprise, quand je suis entré. Tout son corps a sursauté. Ses doigts étaient figés au-dessus du trackpad. Oh, dit-elle, sa voix un peu trop aiguë, un peu trop enjouée. Brenda, tu m'as fait peur. Je vérifiais juste la météo. Mon téléphone est mort pendant la nuit. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, mon cœur faisant un bond étrange et inconfortable. Oh, d'accord, dis-je en forçant un ton désinvolte. Pas de problème. Elle s'est empressée de s'éloigner de la table, me laissant un large espace comme si l'ordinateur portable était radioactif. Je me suis approché et j'ai délibérément fermé le couvercle sans regarder l'écran. Je ne voulais pas voir ce qu'elle regardait vraiment. Je ne voulais pas confirmer le soupçon qui criait maintenant dans ma tête. Une tempête est censée arriver vers 16 heures, ajouta-t-elle, sa voix toujours guillerette. Je voulais juste voir si on devait partir plus tôt. Elle parlait trop vite, comme si les mots supplémentaires pouvaient prouver son histoire. Puis elle a souri, un large sourire éclatant et faux qui n'atteignait pas ses yeux, et a quitté la pièce. Je suis resté là pendant une longue seconde silencieuse. Ma tasse de café était toujours dans le placard. Mon ordinateur portable avait été ouvert, ce que je fais rarement quand je ne l'utilise pas activement. Je ne me souvenais pas de l'avoir laissé comme ça. Et je ne me souvenais certainement pas de m'être laissé connecter à mon email ou à tout autre compte. Une lueur de doute réelle, froide et aiguë comme une aiguille, a piqué mon sens du calme soigneusement construit.
J'ai essayé de l'écarter. Ce n'était probablement rien. J'étais paranoïaque. Elle était enceinte et stressée. J'en faisais trop. Pourtant, le sentiment ne voulait pas disparaître. Plus tard ce matin-là, alors que tout le monde faisait ses valises et se disait au revoir, je me suis glissé dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai tranquillement changé le mot de passe de ma banque. Cela me semblait ridicule même en le faisant. C'était Carole, ma sœur, la fille avec qui j'ai grandi, celle avec qui j'ai partagé une chambre pendant 16 ans. Mais ma précaution n'était qu'à moitié sincère. Une petite voix dans ma tête, celle qui voulait croire en la famille, m'a empêché d'aller plus loin. Je n'ai pas réinitialisé les questions de sécurité, des questions dont elle connaîtrait les réponses, comme le nom de jeune fille de notre mère ou la rue où nous avons grandi. Je n'ai pas activé l'authentification à 2 facteurs, quelque chose que ma banque me suppliait pratiquement de faire depuis des mois. Je ne me suis même pas déconnecté de toutes mes sessions actives. Cela ressemblait à une accusation. C'était laid et cynique parce que la suspicion ressemblait à une trahison et je n'étais pas prête à trahir ma propre sœur, surtout pas quand elle était enceinte et en difficulté. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le chiffre avec lequel je m'étais couché. 5 000 $. 5 000 $ ne me ruinerait pas. Cela ne ferait même pas une brèche notable dans mes économies. Il me resterait encore plus de 200 000 $. Et si cela signifiait que ma sœur et son enfant à naître pouvaient avoir un endroit sur où vivre, si cela signifiait qu'ils pouvaient cesser de se noyer dans les dettes et respirer plus facilement, cela n'en valait-il pas la peine? N'était-ce pas tout l'intérêt d'avoir une forteresse? Pouvoir ouvrir les portes et offrir un abri aux gens que l'on aimait? Je n'en ai pas parlé avec eux avant leur départ. Je voulais réfléchir à la façon de formuler l'offre. Je voulais que cela ressemble à un cadeau, un geste sans condition, quelque chose qui ne blesserait pas sa fierté. Cet après-midi-là, alors que nous étions tous assis près du quai pour une dernière heure de temps familial forcé, j'ai surpris Carole en train de me regarder à nouveau. C'était un regard rapide et indéchiffrable. Cette fois, j'ai détourné les yeux la première. Ils sont partis avant le déjeuner le dimanche. Carole m'a serré dans ses bras plus fort et plus longtemps que d'habitude. « Tu es la meilleure, Brenda » m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Vraiment. Les mots semblaient lourds, significatifs. J'ai pensé que c'était de la gratitude. Et puis ils sont partis, laissant un nuage de poussière sur la route de gravier. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, le cœur rempli d'un étrange mélange de pitié et de détermination, planifiant déjà la logistique du virement bancaire dans ma tête. Le lundi matin a commencé comme tous les autres lundis de ma vie d'adulte. Je me suis levé à 6 heures, j'ai nourri le chat de mon voisin, un matou orange et duveteux nommé Marmelade, qui m'a pratiquement adopté, puis j'ai mis une cafetière en route. Le temps était nuageux dehors, le genre de matin gris et calme qui rend tout plus lent, plus délibéré. C'était paisible. Je me sentais bien dans ma décision d'aider ma sœur. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec ma tasse fumante et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon esprit était encore à moitié sur un projet de travail et à moitié à se demander si 5 000 $ étaient trop ou pas assez pour Carole et Rick. J'ai navigué vers le site web de ma coopérative de crédit, une routine familière. J'ai tapé mon nom d'utilisateur et mon nouveau mot de passe, ressentant un petit sentiment de réconfort idiot. Je me suis connecté. Je m'attendais à voir le même chiffre familier qui m'avait accueilli pendant des mois. Ces 6 chiffres durement gagnés, nets et mérités, le fondement de ma vie tranquille. Mais ce que j'ai vu à l'écran m'a coupé le souffle. J'ai cligné des yeux. Mon cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter l'information. J'ai rafraîchi la page, regardant le petit cercle tourner, certaine qu'il s'agissait d'une erreur d'affichage. Elle s'est rechargée. C'était la même chose. Le solde de mon compte d'épargne indiquait 0 $. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes de plus, peut-être une minute entière, mon esprit refusant d'accepter ce que mes yeux me montraient. Ce devait être un bug, une erreur majeure du système. Peut-être que tout le site était en maintenance. Peut-être que je m'étais accidentellement connecté à un ancien compte fermé de l'université. J'ai vérifié à nouveau, mes doigts commençant à trembler. Je me suis déconnecté et reconnecté, en tapant mes identifiants avec un soin méticuleux. La page s'est rechargée. Même résultat. Un 0 parfait, écrasant, impossible. Je n'ai même pas réalisé que je m'étais levé jusqu'à ce que je sente le café chaud déborder sur le côté de la tasse et me brûler la main. La douleur était à peine perceptible.
Mes propres doigts me semblaient étrangers et maladroits alors que je tâtonnais pour trouver mon téléphone. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais qu'il pourrait les briser. J'ai trouvé le numéro du service client sur le site web et j'ai composé avec des doigts qui ne semblaient pas m'appartenir. Merci d'avoir appelé Western au Crédit Union, a gazouillé une voix automatisée joyeuse, un son qui ressemblait à une blague cruelle. Après ce qui a semblé une éternité à naviguer dans les menus automatisés, appuyez sur 1 pour les soldes de compte, appuyez sur 24, une vraie personne a finalement pris la ligne. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, demanda une voix de jeune femme. Ici Brenda, dis-je, essayant de mon mieux d'empêcher ma voix de trembler, de se briser. Je suis connecté à mon compte en ligne, et il y a quelque chose de très grave. Mon compte d'épargne affiche un solde de 0. Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis un ton plus doux, plus sérieux. D'accord, madame. Je comprends votre inquiétude. Laissez-moi consulter votre dossier. Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier votre nom complet et les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale? Je l'ai fait, récitant les informations machinalement. Une autre pause. Le son de la frappe, clic, clac, clic, a rempli le silence. Cela a semblé une éternité. D'accord, madame, dit la femme, et sa voix était prudente maintenant, professionnelle, mais teintée de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je vois une série de virements sortants importants de votre compte. Ils ont commencé tard le vendredi soir et ont continué jusqu'au dimanche matin. Ma gorge s'est complètement asséchée. Des virements, murmurai-je, ma voix. Je n'ai fait aucun virement. Il y a eu plusieurs virements, madame, continua-t-elle, sa voix douce. Au total, 212 000 $. Le chiffre prononcé à voix haute par une étrangère m'a frappé comme un coup physique. La pièce a commencé à tourner, les bords de ma vision s'assombrissant. Je me suis agrippé au bord de la table pour rester debout. Où ai-je réussi à articuler? Où est-ce que c'est allé? C'est allé sur plusieurs comptes externes. Madame, je vous conseille vivement de déposer une déclaration de fraude auprès de nous immédiatement. Je peux vous envoyer la liste complète des transactions par email dès maintenant. Vous devrez également déposer une plainte à la police. L'email est arrivé dans ma boîte de réception avec un léger ping avant même que nous ayons terminé l'appel. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. J'ai cliqué pour l'ouvrir, mes yeux parcourant la pièce jointe, les données froides et dures de la ruine de ma vie. Ligne après ligne de vol numérique. 18 500 $, 12 000 $, 22 000 $. Chaque retrait était une brique violemment arrachée des fondations de ma vie, me laissant plus instable, plus exposé. Et puis je les ai vus. Les noms sur les comptes bénéficiaires, listés en noir et blanc. Delaney R. Élise Gilles Aïe. Ma sœur, mon beau-frère. Ceux qui avaient souri à la table du dîner de mes parents et m'avaient remercié pour la limonade. Ceux qui m'avaient serré dans leurs bras pour me dire au revoir hier matin. Ces mots, tu es la meilleure, résonnant dans mes oreilles comme une malédiction. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient volé mon passé, mon futur, ma foi en la seule chose sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter, la famille. Je suis resté assise là, immobile, pendant très longtemps. Le café dans ma tasse a refroidi. La lumière grise du matin dehors s'est transformée en la lumière plate de midi. Puis un interrupteur s'est actionné en moi. Le choc et le chagrin se sont consumés, laissant derrière eux quelque chose de froid, de dur et de clair. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre, j'ai fait un petit sac de nuit avec des vêtements de rechange et une brosse à dents, et j'ai conduit jusqu'à Phoenix sans dire à personne où j'allais. Le trajet jusqu'à Phoenix fut un flou de 5 heures d'asphalte et de fureur. Je ne me souviens pas de la musique que j'ai écoutée ni des voitures que j'ai dépassées. Mon esprit était un vide rempli de parasites une minute et une salle d'audience la suivante, où j'étais à la fois procureur et juge. J'ai rejoué les dernières 72 heures en boucle, cherchant les signes que j'avais si volontiers ignorés. Chaque sourire amical de Carole, chaque mot inquiet de Rick semblait maintenant grotesque, comme un masque mal conçu qu'il portait. La fausse grossesse, l'histoire larmoyante, les larmes de crocodile. C'était tout un scénario. Une performance bien répétée conçue pour me vider de ma substance. Je me suis arrêté une fois pour faire le plein quelque part près de Camp-Verdé. Pendant que le réservoir se remplissait, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre crasseuse de la station-service. La personne qui me regardait semblait vidée,
ses yeux brûlants d'un feu froid que je n'avais jamais vu auparavant. C'est à ce moment-là que le dernier reste de chagrin s'est transformé en autre chose. Une résolution dure comme de l'acier. Au moment où j'ai vu l'horizon tentaculaire de Phoenix, je n'étais plus une victime. J'étais en mission. Je suis arrivé juste après midi. Leur complexe d'appartements ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de ma seule et unique visite des mois auparavant, mais maintenant il semblait différent. Dépouillé de toute prétention d'être un foyer. Il ressemblait à ce qu'il était, un lieu de passage, temporaire, construit rapidement et à bas prix. Bardage décoloré par le soleil, un balcon affaissé au deuxième étage soutenu par des poteaux rouillés et une rangée de boîtes aux lettres cabossées et inégales à l'avant. J'ai garé ma voiture sur une place visiteur et j'ai monté les escaliers extérieurs jusqu'à leur appartement, le numéro 2B. Mon cœur ne battait plus d'anxiété. Un étrange calme glacial s'était installé en moi. Je n'étais pas là pour crier ou pleurer. J'étais là pour une confirmation, pour un dernier regard sur les visages des personnes qui m'avaient fait ça. J'ai frappé une fois, un coup solide et ferme qui a résonné dans le passage silencieux. Puis encore une fois. Rick a ouvert la porte. Il portait un short de basket et un t-shirt froissé sur lequel était écrit Taco Tuesday. Il était pieds nus et tenait une bouteille à moitié vide de soda à l'orange. Son visage s'est fendu d'un sourire déséquilibré et confus quand il m'a vu. Brenda, dit-il, et la surprise sincère dans sa voix était presque comique. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Tout va bien? Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai juste fixé une seconde, puis je suis passé devant lui pour entrer dans leur appartement. C'était en désordre, avec des vêtements jetés sur une chaise et une pile de boîtes de pizza sur la petite table à manger. Carole était sur le canapé, faisant défiler son téléphone, l'air complètement détendu. Elle a levé les yeux, a cligné une fois, une lueur de quelque chose, de l'agacement, de la surprise, dans ses yeux, puis elle a lentement posé le téléphone. Elle portait l'un des sweatshirts délavés et trop grands de Rick. L'air dans la pièce s'est instantanément tendu, épais de non-dit. Rick a fermé la porte derrière nous. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais là. Il faisait encore semblant. Mon compte, dis-je. Ma voix était calme, mais elle a transpercé le silence de la petite pièce étouffante comme un éclat de verre. Tout. Il a disparu. Carole a eu un seul rire léger. C'était un son aérien et dédaigneux, comme si je venais de raconter une histoire légèrement surprenante sur une rencontre avec un vieil ami à l'épicerie. Tu es dramatique, dit-elle, sans même me regarder, se concentrant sur un fil qui dépassait du coussin du canapé. Vous avez utilisé vos propres nombres, dis-je, ma voix toujours calme, toujours stable. Vous n'avez même pas pris la peine de le cacher. La banque m'a envoyé les relevés de transaction. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement une arrogance froide et provocante. Elle a haussé les épaules, enlevant un peu de peluche imaginaire de son genou. Détends-toi, dit-elle, et la cruauté désinvolte de ce seul mot m'a frappé plus fort qu'une gifle. Nous en avions plus besoin que toi. Tu t'en sors toujours, Brenda. Tu es la responsable. Tu vas rebondir. Rick, enhardi par son défi, s'est appuyé contre le mur, croisant les bras sur sa poitrine. Il avait de nouveau ce regard suffisant et condescendant. Elle a raison. Tu économises de l'argent comme un survivaliste. Tu n'en faisais rien. Ça ne faisait que prendre la poussière numérique. Nous l'avons bien utilisé. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'essayaient même plus de mentir. Ils étaient fiers. Ils pensaient s'en être tirés. Ils m'avaient jugé, ma vie, mes choix, et avaient décidé qu'ils avaient droit aux fruits de mon travail. Ils pensaient que j'allais simplement l'accepter, que je serais la Brenda calme et disciplinée qui absorberait le coup, rentrerait chez elle et recommencerait à économiser, parce que c'est ce que je fais. À ce moment-là, debout dans leur appartement bon marché probablement payé avec mon argent, entouré de la vie qu'ils venaient d'acheter avec mon avenir, toute la douleur, tout le choc, tout s'est cristallisé en quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la colère, c'était de la précision. J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce était parfaitement stable lorsque je l'ai déverrouillé. Ma voix, quand j'ai parlé, ne s'est pas élevée. Carole s'est redressée un peu sur le canapé, un froncement de sourcils apparaissant enfin sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, une pointe d'irritation sincère dans la voix. J'étais déjà en train de composer. 3 chiffres. C'est tout ce qu'il a fallu pour mettre fin à leur petite fête de victoire suffisante.
911, quelle est votre urgence? Demanda une voix calme et professionnelle à l'autre bout du fil. Et j'ai répondu, mes yeux rivés sur ceux de ma sœur, dont le sourire arrogant avait enfin commencé à s'estomper, remplacé par une expression d'horreur naissante. Je dois signaler un vol, dis-je, ma voix claire et égale. Un vol financier à grande échelle. Et je suis dans l'appartement des personnes qui l'ont commis. Le visage de Rick s'est affaissé. Sa mâchoire est tombée. Carole n'a pas ri cette fois. Elle a juste regardé, la bouche légèrement ouverte, alors que la réalité de ce que je faisais, de ce que j'avais déjà fait, commençait à s'imposer à elle. Oui, dis-je à l'opératrice quand elle a demandé l'adresse, et je l'ai récité de mémoire sans la moindre hésitation. Oui, dis-je à nouveau quand elle a demandé si j'étais en sécurité. J'attendrai dehors. J'ai raccroché et je suis sorti de l'appartement sans un autre mot, fermant doucement la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claqué. Ce n'était pas un moment pour le théâtralisme. C'était un moment de conséquence. J'ai descendu les escaliers, mes pas me semblant légers pour la première fois de la journée, et je suis resté sur le trottoir, appuyé contre la bosse familière de ma vieille Toyota, le chaud soleil de l'Arizona sur mon visage. Quelques minutes plus tard, j'ai vu un rideau bouger à la fenêtre de leur deuxième étage. La comédie était officiellement terminée. Si vous écoutez toujours mon histoire, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant avec le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous m'avez donné un j'aime et cela me dit que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi à continuer. S'il vous plaît, commentez simplement avec le chiffre 1, puis écoutez la suite de mon histoire. La police est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. 2 voitures de patrouille, leurs gyrophares éteints, sont entrées silencieusement dans le complexe. J'ai montré l'appartement du doigt et 2 policiers sont montés pendant que 2 autres sont restés et ont pris ma déposition préliminaire. J'étais calme, factuel, et je leur ai remis l'email imprimé de ma banque avec les détails de la transaction. Ils ont été arrêtés 3 jours plus tard, après que la police a obtenu un mandat. Je n'étais pas là pour le voir, bien sûr. J'étais déjà de retour à Flagstaff, au téléphone avec les services de fraude, les avocats et les détectives. Les jours entre l'appel au 911 et leur arrestation ont été un flou de commissariat stérile et de longues dépositions détaillées. J'ai dû leur raconter ma vie, mes habitudes d'épargne, ma relation avec ma sœur. C'était humiliant, comme si on auditait mon âme. Mais j'ai appris leur arrestation par une voisine de leur complexe qui avait mon numéro de ma seule visite précédente. Elle a dit que Rick a ouvert la porte torse nu, un sourire suffisant sur le visage, qui a apparemment fondu à la seconde où il a vu les badges et le mandat. Carole, a dit la voisine, s'est juste mise à crier et à pleurer. Bien sûr, quelqu'un l'a enregistré de l'autre côté du parking et la vidéo tremblante filmée au téléphone portable a fini sur le groupe Facebook du quartier sous le titre Drame aux appartements Sagebruch. Je ne l'ai jamais regardé. Je n'en avais pas besoin. Le rapport de police était froid et factuel. Les accusations listées à l'encre noire et nette, vol d'identité, fraude électronique, complot. Il n'y avait pas de place pour le sentiment dans ce document. Aucune mention d'enfance partagée, de voyage au lac ou de photos de vacances. C'était juste un résumé net et brutal de leur crime. Quelques nuits après l'arrestation, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec une photo de ma mère. Je l'ai fixé pendant une minute entière, mon cœur une pierre lourde et froide dans ma poitrine, avant de finalement répondre. Brenda sanglota-t-elle avant même que je puisse dire bonjour. Que as-tu fait? Je n'ai rien dit. Je suis juste resté dans ma cuisine silencieuse et je l'ai écouté pleurer. C'est ton beau-frère. C'est ta sœur. Elle est enceinte, a-t-elle répété, sa voix hystérique. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu appeler la police sur ta propre famille pour de l'argent? L'accusation que ce n'était que pour de l'argent m'a glacé le sang. Elle n'est pas enceinte, dis-je, et ma voix était plate, dénuée de toute l'émotion qui faisait rage en moi. Il y eut un silence soudain à l'autre bout du fil. Que as-tu dit? Murmura-t-elle. Elle a menti, maman, dis-je, ma voix aussi claire et dure qu'un diamant. Il n'y a pas de bébé. L'enquêteur principal de l'affaire me l'a dit cet après-midi. Elle l'a admis lors de l'interrogatoire. C'était tout un mensonge pour me faire baisser ma garde. Plus de silence. Je pouvais entendre la voix étouffée de mon père en arrière-plan demandant ce qui se passait. Puis j'ai entendu une injure sèche. De sa part. Je ne pense pas avoir jamais entendu mon père dire quelque chose comme ça de toute ma vie.
Je dois y aller, murmura ma mère, et la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté au milieu de ma cuisine, le téléphone toujours à la main. Le lave-vaisselle a sonné, signalant qu'il avait terminé son cycle. Une brise est entrée par la fenêtre ouverte et a déplacé le coin d'un reçu d'épicerie sur le comptoir. Tout autour de moi était normal, stable, le genre d'ordinaire que j'avais travaillé si dur à protéger. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Ma relation avec mes parents était fracturée, peut-être pour toujours, mais j'avais choisi de me protéger. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à l'enquêteur principal de l'affaire pour confirmer que je maintiendrais toutes les charges possibles et que je participerais pleinement aux poursuites. Elle a répondu rapidement. Reconnaissante, a-t-elle écrit. Puis elle m'a dit ce qui allait se passer ensuite. Il y aurait un procès. Peut-être que je récupérerais une partie de l'argent par le biais de la restitution. Peut-être pas. Mais le processus avait commencé et je n'allais pas reculer. Pas d'un pouce. Le procès n'a pas duré longtemps. Quand le vol est numérique, les preuves sont claires et impitoyables. Les virements ont été directement retracés jusqu'à eux, jusqu'à l'adresse IP provenant du routeur Wi-Fi de leur appartement bon marché à Phoenix. L'équipe de fraude de ma banque a été incroyable, fournissant une montagne de documents numériques. Et pour s'assurer que tout était hermétique, mon avocat m'a conseillé d'engager un analyste en criminalistique numérique privé, un homme nommé Case. Il a témoigné avec une clarté calme et inébranlable qui a fait passer leur défense pour du mauvais théâtre communautaire. Leur avocat, un défenseur public à l'air fatigué, a tenté de faire valoir que tout cela était un grand malentendu, un prêt familial mal communiqué. Mais Case a calmement présenté les preuves, les demandes de réinitialisation de mots de passe provenant de leur adresse IP, les questions de sécurité correctement répondues, et la manière méthodique dont l'argent a été vidé par tranches assez petites pour éviter les alertes de fraude automatiques immédiates. C'était un hold-up planifié et délibéré. Mes parents ne sont pas venus. Ni aucune de mes tantes, oncles ou cousins. Ils voulaient tous rester en dehors de ça, ce qui était une façon lâche de dire qu'ils ne voulaient pas choisir un camp. Alors je me suis assis seul dans cette salle d'audience froide, jour après jour. De l'autre côté de la pièce, Rick était assis là comme si tout cela n'était qu'un grand inconvénient pour lui, la mâchoire serrée, les mains croisées comme s'il était un homme endurant une réunion ennuyeuse mais obligatoire. Carole, d'un autre côté, a pleuré pendant la majeure partie du procès. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir, ses épaules secouées comme quelqu'un auditionnant pour le rôle d'une victime tragique. Mais ses larmes n'avaient plus aucun effet sur moi. Je savais qu'elles étaient toutes aussi fausses que sa grossesse. Aucun d'eux ne m'a jamais regardé. Pas une seule fois. La juge, une femme aux yeux perçants nommée juge Kerala, qui ne manquait rien, a qualifié leurs actions de délibérées, prédatrices et d'une cruauté choquante. Je n'oublierai jamais ces mots. Elle a dit que c'était une trahison à la fois émotionnelle et financière, visant un membre de la famille dont la seule faute était de leur faire confiance. Je n'ai pas bronché quand elle l'a dit. Je me suis juste senti comprise, validée. Rick a finalement accepté un accord de plaidoyer pour éviter une peine plus longue. Il a écopé de 6 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 5 ans. La juge a été plus dure avec lui, citant sa manipulation et le fait qu'il était celui qui avait concocté le mensonge méprisable de la grossesse. Carole a eu 2 ans dans un établissement à faible sécurité et 5 ans de probation. Elle a fait une courte déclaration décousue lors de la sentence, quelque chose sur le désespoir et à quel point elle était désolée pour la confusion et les sentiments blessés. Mais elle n'a jamais utilisé mon nom et elle ne m'a jamais regardé. Il n'y a pas eu de véritables excuses. Il n'y a eu aucune prise de responsabilité. Grâce à la saisie des biens par le tribunal, j'ai récupéré un total de 71 000 $. Il s'est avéré que la toute première chose que Rick avait faite avec mon argent était d'acheter une berline Nissan neuve, louée au nom de Carole mais payée en totalité avec un seul virement. Ils ont saisi la voiture. Ils ont également saisi des bijoux, un nouvel ordinateur portable et une télévision haut de gamme. Le reste, plus de 140 000 $, avait tout simplement disparu, vaporisé. Courses, loyers, paiement de cartes de crédit au maximum, site de jeux en ligne au nom de Rick, peut-être de la bière et des dîners chics. Ma vie tranquille et disciplinée avait payé pour leur vie bruyante et imprudente pendant quelques mois. Après la sentence finale, je suis sorti seul du palais de justice. Personne ne m'attendait. Il n'y avait pas de message de soutien sur mon téléphone, pas d'appel d'excuses de la famille élargie qui avait décidé de rester en dehors de ça.
Il n'y a pas eu de dispute hurlante, pas de confrontation cathartique avec mes parents. Il y avait juste le son de mes chaussures sur les marches en béton du palais de justice et la morsure froide de l'air de janvier. Quand je suis rentré à Flagstaff ce soir-là, j'ai fait une tasse de thé et je me suis assise près de la fenêtre de mon salon, regardant la neige tomber sous les lampadaires. Le monde extérieur était silencieux, blanc et propre. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais juste fatiguée. Profondément, profondément fatiguée. Mais je n'étais pas brisée. Les fondations avaient été secouées, mais elles ne s'étaient pas effondrées. Cette nuit-là, j'ai commencé à reconstruire. J'ai changé chaque mot de passe que je possédais, les transformant en longues chaînes de caractères absurdes. J'ai fermé tous les comptes de mon ancienne coopérative de crédit, l'endroit où j'avais eu mon premier compte d'épargne enfant, et j'en ai ouvert de nouveau dans une banque nationale complètement différente. J'ai parlé à mon avocate, une femme gentille mais pragmatique nommée Madame Albright, de la mise sous scellé de certains dossiers et de la mise en place de protections dont je ne connaissais même pas l'existence. Elle a facturé des honoraires élevés, mais la tranquillité d'esprit valait chaque centime. J'ai acheté un nouveau verrou à peine dormant robuste pour ma porte d'entrée, non pas parce que je craignais une effraction physique, mais parce que j'apprenais à mieux garder les choses. Le reste de ma famille est resté silencieux, et j'ai recommencé. Cela fait 8 mois depuis la sentence. Ma vie est plus calme maintenant, d'une manière qui semble méritée et intentionnelle. Je vis toujours dans la même maison au plancher qui craque. Je conduis toujours la même Toyota de 2008 avec la bosse sur le pare-choc. Je bois toujours le même café fort chaque matin. En surface, rien n'a changé. Mais en dessous, tout est différent. J'ai réécrit les règles de ma propre vie, et j'ai commencé par moi-même. La première chose que j'ai reconstruite, c'est le contrôle. J'ai maintenant une nouvelle banque et une nouvelle coopérative de crédit. J'ai une authentification à 2 facteurs sur chaque compte, de mon email à mon application de livraison de pizza. Mes questions de sécurité ne sont plus des choses que quelqu'un qui me connaissait enfant pourrait deviner, comme le nom de jeune fille de ma mère. Ce sont des chaînes de mots bizarres et aléatoires que seul moi connaîtrais. J'ai passé un week-end à apprendre à crypter les dossiers sensibles sur mon ordinateur, à surveiller les tentatives de connexion à mes comptes, à fermer toutes les portes numériques que j'avais négligemment laissées ouvertes pendant des années. J'ai recommencé à économiser, lentement, patiemment. Ce n'est pas encore près de 6 chiffres. Ce n'est même pas proche, mais chaque dollar signifie plus maintenant. Chaque dollar qui va dans ce nouveau compte, lourdement protégé, semble différent. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une preuve. C'est la preuve que j'ai survécu à quelque chose qui était censé me laisser vidée et impuissante. C'est un témoignage de ma propre résilience. Je ne parle pas à Carole ni à Rick. Il a envoyé une lettre de prison il y a quelques mois, mais je l'ai jetée dans la cheminée sans l'ouvrir. Je ne réponds pas aux appels de numéros inconnus qui ont commencé à apparaître sur mon téléphone le mois dernier. Je ne consulte pas la page Facebook du quartier où quelqu'un a mentionné que Carole, maintenant en probation, avait posté une citation de la Bible sur le pardon. C'est son affaire, pas la mienne. Mon pardon n'est pas une marchandise, et il n'est certainement pas disponible pour un retrait. Au lieu de fixer mon compte en banque, j'ai commencé à lever les yeux sur le monde qui m'entoure. J'ai commencé à faire plus de randonnées, à faire des promenades plus longues et plus difficiles sur les sentiers qui serpentent à travers la forêt nationale de Coconino derrière ma maison. J'ai acheté un appareil photo réflexe numérique d'occasion et j'ai commencé à apprendre la photographie par moi-même. J'ai commencé à capturer de petites choses magnifiques. La façon dont la lumière du soleil filtre à travers les aiguilles de pin, le motif complexe de la glace sur une flaque d'eau, le regard intense d'un corbeau perché sur une branche. Des choses qui sont belles et inestimables et ne coûtent rien. C'était terrifiant au début, mais j'ai même rejoint un groupe de quiz dans une brasserie locale. La première fois, j'ai failli faire demi-tour et rentrer chez moi, mais je me suis forcé à entrer, j'ai trouvé une place vide à une table avec quelques autres personnes, et j'ai tranquillement rejoint leur équipe. Maintenant, chaque mardi soir, ils ne me connaissent que sous le nom de Brenda, la femme qui connaît un nombre surprenant de faits géographiques étranges et qui est douée pour les quiz sur les films des années 80. Ils ne connaissent pas mon histoire. Ils me connaissent juste, moi. Et ça, c'est comme un cadeau. Et je sors de nouveau avec quelqu'un. Il s'appelle Marc. C'est un professeur de géologie à l'université locale. Je l'ai rencontré lors d'une randonnée. Il est gentil et un peu maladroit, et il a une force tranquille en lui.
Il sait quand simplement se taire et s'asseoir avec vous. Il ne pousse pas pour avoir des détails ou n'essaie pas de combler chaque silence avec du bruit. Il sait quand laisser les choses tranquilles. Je ne lui ai pas encore tout dit. Il sait que j'ai eu une grosse dispute avec ma famille pour des raisons financières. Il sait que c'était grave, mais il n'a pas insisté pour en savoir plus. Je pense qu'il sait que je lui dirai quand je serai prête. Je le ferai probablement un jour, mais pour l'instant, nous rions. Nous faisons de longues randonnées et il me parle des formations rocheuses. Nous sommes assis dans un silence confortable qui ne fait pas mal. Et quand il me pose des questions sur mon passé, je lui dis simplement la vérité simple et honnête. J'avais l'habitude d'économiser trop et de faire confiance trop facilement. Le reste peut venir plus tard. Personne ne touche à mes comptes à part moi maintenant. Personne d'autre ne détient les clés. Ni de mes mots de passe, ni de mes finances, ni de mon avenir. Ce qu'ils m'ont pris a tout changé. Cela a réduit en cendres ma vieille vie naïve. Mais ce que j'ai construit ensuite, à partir des cendres, c'est plus petit. C'est peut-être plus gardé. C'est plus sage. Mais c'est à moi. Et c'est absolument incassable.